Bonjour tout le monde. Donc, si on veut être à l'heure, je crois qu'on va devoir commencer. Il est déjà 14h30. Donc, je vais simplement introduire Jean-Guillaume Simard qui va faire la présentation aujourd'hui. Donc, c'est un enseignant au département des techniques d'aménagement puis d'urbanisme à l'Université de Jonquière. Jean-Guillaume participe aussi activement au développement de plusieurs projets de recherche au sein d'ECOB. Recherche et transfert. Notamment, il travaille de concert avec la Clinique des maladies neuromusculaires de Jonquière sur un projet d'analyse des logiques résidentielles de patients atteints de maladies neuromusculaires en lien avec l'offre de services et les caractéristiques socio-économiques de leur quartier de résidence. Il pourra vous donner un peu plus de détails, je crois, que moi. Son expertise concerne principalement le développement régional et rural, la socio-géographie de l'éducation et de la santé, ainsi que l'aménagement du territoire et urbanisme. Il démontre un vif intérêt pour les problématiques liées au monitorage des indicateurs scolaires et de conditions de vie, l'accessibilité aux services de santé ainsi que pour l'épidémiologie spatiale. Et puis, Jean-Guillaume ne présentera pas seul. Il va être avec Cynthia Gagnon, que vous avez probablement vu au cours des précédentes conférences, donc qui est ergothérapeute puis professeur agrégé au Centre de recherche Charlemagne, Université de Sherbrooke. C'est à vous. Donc, tout d'abord, on va remettre un petit peu en contexte la dystrophie myotonique, mais je pense que vous en avez entendu parler pendant les différentes présentations. Et on va vous présenter un petit peu pourquoi on s'est intéressé aux logiques résidentielles et à l'accessibilité aux services pour la population atteinte de maladies neuromusculaires. Donc, comme on le sait déjà, la dystrophie myotonique, c'est une maladie multisystémique qui atteint principalement le système musculaire, mais aussi le système cognitif et nerveux central, le système digestif, cardiaque, endocrinien. Et c'est une maladie héréditaire et qui est dominante. Donc, on va avoir plusieurs membres de la famille qui vont être atteints. C'est une maladie multisystémique et il y a 4 ou 5 phénotypes cliniques, dépendamment qui on lit, qui vont aller dans le fond d'un profil tardif, c'est-à-dire une personne qui est très peu atteinte, qui a une cinquantaine d'années, soixantaine d'années, qui a développé des cataractes un peu plus tôt, qui va avoir un enfant qui va avoir le phénotype adulte, donc qui va commencer dans la vingtaine avec des atteintes musculaires plus sévères plus tôt et un profil cognitif aussi atteint. Et par la suite, on va tomber dans les formes pédiatriques où on a le juvénile, dépendamment des auteurs, l'infantile et le congénital, où vraiment au niveau congénital, on va avoir des symptômes sévères d'hypotonie dès la naissance, de détresse respiratoire. C'est une progression qui est relativement lente et qui est très variable selon les symptômes. Donc, on peut avoir des gens qui sont très peu atteints, mais qui ont des atteintes cardiaques sévères. On peut avoir des gens qui sont très atteints au niveau musculaire, mais qui sont peu ou pas atteints au niveau cognitif, même si avec le temps, ça va venir. Donc, on a vraiment une variabilité dans la présentation clinique de ces gens-là et en plus, à travers chacun des phénotypes. C'est souvent maintenant considéré comme un modèle de vieillissement précoce. Donc, ce qu'on va observer est un profil souvent qu'on va associer à la personne âgée qui va, dans le fond, perdre lentement de la force musculaire, qui va avoir certaines atteintes cognitives, mais qui ne progressera pas vers la démence. Et c'est un peu ce qu'on voit dans la DM1. Maintenant, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la réalisation des habitudes de vie, donc la participation sociale de ces gens-là, est extrêmement variable. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a entre 45 et 60 des gens qui ont besoin d'assistance, donc d'aide humaine ou d'aide de leurs proches, ou ne réalisent plus les habitudes de vie dans les domaines notamment des déplacements, de l'habitation, du travail et des loisirs. Mais chacun des grands domaines de participation sociale, il y a des personnes qui présentent des atteintes plus ou moins sévères. Ce qu'on a voulu commencer à s'intéresser, et peut-être certaines personnes aujourd'hui ont été voir la présentation de Catherine Raymond, mon étudiante au doctorat, qui est allée voir parce qu'on ne comprend pas encore bien pourquoi il y a des gens qui restent relativement très autonomes au niveau de la participation sociale, alors que d'autres présentent plus rapidement des atteintes et des limitations dans les activités de la vie quotidienne ou dans les rôles sociaux. Ce qui arrive présentement, c'est qu'on n'a pas de traitement non plus pour la dystrophie myotonique, on n'a pas de médicaments curatifs. Donc, souvent, ce qu'on va faire comme intervenant de la santé, c'est qu'on va faire beaucoup d'adaptation et on va miser sur la modulation des facteurs environnementaux. Donc, que ce soit des adaptations du domicile, de l'accessibilité, des services à domicile, donc par exemple les services d'entretien ménager du CLSC, l'aide au repas, l'aide budgétaire. On va vraiment miser sur une offre au niveau des facteurs environnementaux.
Ce qui est particulier aussi à la DM1, c'est que les travaux antérieurs qui ont été réalisés dans plusieurs équipes de recherche et un peu partout dans le monde démontrent que 42 autour de 42 des personnes atteintes dépendent de l'aide sociale. Donc, il y a vraiment une situation de pauvreté. Il y a aussi une diminution de soutien social parce qu'il faut comprendre que la DM1, c'est une maladie héréditaire. Donc, maman, mon oncle, ma tante, cousin, cousine sont aussi atteints. Donc, ces gens-là présentent aussi des limitations, donc ils ne sont pas nécessairement capables d'offrir un niveau de support qui pourrait être attendu si on avait un seul membre de la famille qui est atteint. Et ce qu'on a démontré, c'est qu'environ 53 des personnes atteintes démontrent vraiment un faible soutien de la famille. Et ce qu'on observe globalement dans la prise en charge des maladies rares, on est un peu plus chanceux au Québec en maladies neuromusculaires, mais si on va un peu partout dans le monde, c'est qu'il y a vraiment une politique de prise en charge vraiment sous-développée. Les gens sont peu ou pas diagnostiqués, ils ont peu ou pas accès aux services. Et quand ça arrive devant des intervenants, bien, ces gens-là, et je veux dire, un peu à raison, c'est une maladie rare, ne connaissent peu ou pas la dystrophie myotonique et c'est difficile, dans le fond, d'arriver avec une équipe spécialisée et avec vraiment des politiques de prise en charge. Donc, un des enjeux qu'on avait, c'était de savoir et de se dire, est-ce que les personnes atteintes disposent vraiment des services nécessaires dans leur environnement immédiat pour leur aider à réaliser leur activité courante ou leurs rôles sociaux? Donc, est-ce qu'ils ont accès à une clinique médicale? Est-ce qu'ils ont accès, par exemple, moi, une des questions que j'avais comme ergothérapeute, c'est que je voyais que les gens avaient vraiment des profils de nutrition très faibles. C'était des gens qui consommaient beaucoup de produits déjà préparés, de poutine, de hot dog, etc. Puis je me disais des fois, bien, c'est-tu parce qu'ils n'ont pas d'épicerie grande surface et là, ils tombent dans les petites épiceries de quartier et là, bon, la pomme coûte 1,50 $. Moi, je n'ai pas le moyen de l'acheter à mes enfants, 1,50 $. Eux n'ont sûrement pas le moyen. Donc, est-ce que c'est cette question-là? Est-ce que c'est une question vraiment d'accessibilité? Et compte tenu, en plus, de la difficulté des déplacements, des faibles revenus, puis de plusieurs autres facteurs, c'est vraiment une notion primordiale de savoir s'ils ont accès autour de leur environnement à des services qui vont être capables d'accéder. Donc, ce qu'on pourrait faire si on savait ça, c'est qu'on pourrait, lorsque la personne prévoit déménager ou cherche un logement ou une maison, on pourrait la réorienter vers un milieu plus riche en services et lui dire, bon, bien, dans ces quartiers-là, c'est des quartiers qui seraient plus favorables pour votre participation sociale. Aussi une planification plus de services plus en lien avec la municipalité pour enrichir certains quartiers stratégiques. Et ce qu'il faut se dire, tantôt, j'ai dit que c'est un modèle de vieillissement précoce. On ne peut pas penser que la municipalité le ferait uniquement pour la dystrophie myotonique, mais si on le démontre au niveau de la dystrophie myotonique, bien, on peut se dire, bien, c'est aussi applicable à la population âgée. Et de là, on peut peut-être justifier une offre de services enrichie. Et offrir une offre de services à certains quartiers. Par exemple, il y a des quartiers où la popote roulante, les services d'aide à domicile ne sont peut-être pas présents parce que c'est des quartiers qui sont très éloignés des centres urbains. Donc, encore là, est-ce qu'on peut enrichir cette offre de services-là? Et encore là, qui s'applique très bien à une population vieillissante. Et donc, je m'en viens avec Jean-Guillaume qui s'en vient vers moi. Et donc, pourquoi on a choisi Saguenay comme territoire d'études? Bien, évidemment, c'est qu'on veut faire le lien entre la participation sociale et les facteurs environnementaux. Donc, ce que ça prend, c'est un grand nombre de personnes sur le même territoire et des limites territoriales bien définies. Si vous êtes déjà venu à Saguenay, il y a 2 heures de route où il n'y a aucune habitation avant d'arriver à Saguenay. Donc, on a des limites territoriales extrêmement bien définies. On a une offre de services de santé où on est entre 96 et 100 % autonome pour nos services de santé. Donc, il n'y a pas de marchandage ailleurs et on a vraiment des services relativement assez homogènes. Il y a la présence aussi d'une clinique spécialisée depuis 30 ans. Donc, on avait accès à autour de 450 personnes atteintes de DM1. Et ce qu'on avait aussi, bien évidemment, c'est des infrastructures de recherche qui nous permettaient de nous intéresser à la sociogéographie. Donc, c'est là que je suis allée courtiser Jean-Guillaume un bon matin, où il est venu me courtiser, je ne me rappelle plus. Mais on s'est dit, écoute, on devrait donc bien travailler ensemble. Moi, je ne connaissais pas trop la sociogéographie, lui, pas du tout la DM1. Et depuis quelques années, maintenant, bien, on s'apprivoise mutuellement. Et ce que Jean-Guillaume va venir vous présenter, c'est les résultats préliminaires, dans le fond, des questions qu'on s'est posées au niveau de la logique résidentielle des personnes atteintes. Et dans le fond, comment notre région va peut-être devenir une région laboratoire pour la recherche sur les maladies neuromusculaires. Et donc... C'est moi qui étais allé courtiser Cynthia, et non le contraire.
Mais je pense que je ne suis pas le seul non plus. Donc, c'est ça, c'est là où moi j'arrive dans le décor. Enfin, l'enjeu qu'on avait, dont Cynthia a parlé aussi, c'était justement de mieux comprendre, de mieux analyser, de mieux caractériser le milieu de vie. Donc, des personnes atteintes de maladies neuromusculaires, spécifiquement des maladies de la dystrophie myotonique de type 1. Et donc, on voulait l'analyser d'abord en regard de la défavorisation parce qu'on avait vu qu'il y avait certains indices qui se laissaient présager, donc un certain niveau au niveau de la défavorisation au niveau individuel, mais également au niveau de l'accès aux services, à savoir s'ils disposaient donc des mêmes services ou des services nécessaires pour justement effectuer leurs différents rôles sociaux. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Le terrain d'étude, le territoire d'étude, c'était la RMR de Saguenay, donc la région métropolitaine de Saguenay. C'est plus grand que la ville de Saguenay, donc ça va comprendre la ville de Saguenay avec les différents arrondissements, mais également différentes municipalités rurales. Donc, il y a la gravité autour du centre. Donc, on a fait, c'était donc des 7 municipalités rurales et on est allé analyser en fonction d'un petit secteur qu'on peut associer au quartier, qui se trouve à être les secteurs de recensement. Donc, un secteur ou des divisions territoriales qui ont été développées par Statistique Canada. Donc, ça, c'est le territoire d'étude. Mais ce que je trouvais aussi important au départ, de dire, bon, on va s'intéresser à l'accès aux services, on va s'intéresser aussi à la composition socio-économique des quartiers. Mais avant, il fallait mieux, à mon avis, comprendre ce qu'était Saguenay. Parce qu'on voit ici, Saguenay, c'est des polygones, c'est lisse, c'est plat. Mais aussi de dire, bien, Saguenay, est-ce que c'est rural, c'est urbain, qu'est-ce qui est urbain, qu'est-ce qui est rural? Et donc, ça a été une première analyse qui nous a permis de diviser les différents quartiers, on va les associer aux quartiers, en fonction de leur niveau de ruralité puis d'urbanité. Donc, on voit que l'urbanité et la ruralité, donc, c'est deux mondes, puis aussi, c'est des éléments qui vont être assez déterminants lorsqu'on va parler d'accès aux services. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que principalement, ça va être dans les centres plus urbains, donc les centres-villes, où on va avoir le plus de densité, de l'urbain résidentiel, donc beaucoup l'unifamilial, par exemple, un petit peu alentour, puis le reste, donc, du territoire rural, donc énormément d'espaces verts, énormément d'espaces agricoles également. Puis, c'est pas si surprenant si on considère ici, c'est une carte des périmètres d'urbanisation, donc ça se trouve à être les périmètres dans lesquels on va concentrer le développement, que ce soit résidentiel, que ce soit commercial, que ce soit industriel. Donc, on peut voir que cette occupation-là va être extrêmement diffuse sur le territoire, ce qui rendait aussi l'analyse de la problématique quand même assez intéressante, mais même globalement aussi, parce que c'était des informations que même, parce que j'ai travaillé avec la Ville de Saguenay, même la Ville de Saguenay n'avait pas en sa possession en termes d'accès aux différents services. Donc, on a fait d'abord une première analyse au niveau des données socio-économiques. Donc, on essaie de regrouper, de faire des catégorisations en fonction donc, de variables liées aux revenus des familles, à la part de familles, à la part de la population ayant un faible revenu, mais aussi au taux d'emploi, afin justement de caractériser ces quartiers-là en fonction d'un certain niveau de favorisation, de défavorisation. Encore une fois, ici, on voit un portrait assez diversifié, mais où les centres urbains, principalement, donc, vont concentrer les territoires qu'on va associer à la défavorisation, donc dans une certaine mesure. Donc, une fois avoir réalisé ça, maintenant, c'était aussi de localiser les personnes atteintes de DM1 au Saguenay. Donc, ça, c'est une carte de prévalence qui a été réalisée ou avec l'adresse de résidence, donc on est en mesure de les localiser et puis par quartier de faire des calculs de prévalence, donc des taux par 10 000 habitants pour essayer justement de croiser ces informations-là à la fois au niveau de l'accès aux services, de la composition de socio-économique des quartiers. Donc, ce qui nous donne aussi un autre élément d'analyse. Et enfin, le dernier élément qui était au centre, c'était la mesure de l'accès aux services. Puis c'était un enjeu parce que, d'une part, c'était facile de faire le calcul en fonction de personnes individuelles, où on est en mesure de prendre une personne individuellement, puis de mesurer la distance
par kilomètre par la route à un service ou à un type de service le plus proche. Par contre, l'enjeu aussi, si on voulait faire une superposition entre l'ensemble de ces informations-là, c'était de trouver de l'information, mais par quartier. Donc, comment on a procédé? Ça a été de prendre l'ensemble des bâtiments résidentiels du territoire d'études, environ 75 000 bâtiments, et de mesurer pour chacun de ces bâtiments-là la distance qui allait le rapprocher du service le plus près, et donc de calculer par la suite par quartier des distances moyennes. Donc, on l'a fait pour différents types de services. Cynthia parlait tout à l'heure des épiceries versus épiceries de quartier versus grande surface. On l'a fait aussi pour les centres d'achat, les services gouvernementaux, les marchés d'alimentation. Donc, on a fait ce genre d'analyse-là. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne une carte comme ça environ, où le point ici, c'est la distance moyenne à parcourir pour avoir accès à un service de santé de première ligne. Donc, les points représentent, bien entendu, le service en tant que tel. Et puis ici, on a les distances en kilomètres, c'est-à-dire moins d'1 kilomètre, entre 1 et 5, entre 5 et 10, et entre 10 et 37 kilomètres. Donc, ça veut quand même dire que bon, le service va être concentré, mais que les territoires, les quartiers plus en périphérie, donc vont être plus éloignés. Puis ce genre de carte-là aussi, donc on le mentionnait, on est au Saguenay. Au nord, il n'y a pas de chance d'avoir de services de santé de première ligne parce que c'est le nord du Québec qui commence. Et donc, par rapport à ça, c'est très réaliste. Peut-être moins, ce serait moins de le faire dans un contexte rapide ou un contexte plus urbain comme Québec ou encore Montréal. Donc, une fois avec ces informations-là, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, bien, c'était de croiser puis de voir qu'est-ce qu'on allait avoir comme résultat. Quelques constats qui ressortent. D'abord, la recherche va montrer qu'il va y avoir un lien entre la concentration des personnes atteintes et le niveau de défavorisation. Donc, on va voir que dans les quartiers ou les milieux défavorisés versus les milieux favorisés, donc il va y avoir 2,8 cas contre 1,1 cas par 10 000 habitants. Donc, c'est d'abord un constant. On l'avait vu, c'était intéressant. On avait certains indices au niveau individuel. Maintenant, on peut le voir, on peut l'élargir en lien avec le quartier de résidence. On a vu aussi qu'il n'y avait pas de concentration, il n'y avait pas de différence au niveau de la concentration en fonction de la densité résidentielle, c'est-à-dire du caractère urbain ou rural. Donc, par rapport à ça, c'était de se dire, bon, ben on ne voit pas qu'il y a une préférence pour les milieux urbains versus le milieu rural. Donc, dans ce sens-là, c'était aussi représentatif de la population en général, donc il va avoir une logique résidentielle un peu plus diffuse. Également, on n'a pas vu non plus, en croisant avec la sévérité de la maladie, ne va pas être non plus associé à la défavorisation, à la densité résidentielle, à la distance au service. Mais ce tableau-là, c'est un tableau qu'on a produit pour montrer en moyenne. Puis là, ça, c'est des calculs de distance en fonction de l'ensemble des personnes donc, de notre étude. Et avec le pourcentage donc, de ces patients-là en fonction de la distance moyenne pour se déplacer, pour avoir accès à des services comme des services de santé spécialisés, médecins, pharmacie. Donc, si on regarde les services de santé spécialisés, bon, on a 42 % de l'échantillon qui va parcourir moins d'1 kilomètre. Les médecins, donc, 39 % qui va être entre 1 et 4,9 kilomètres. Donc, on voit quand même qu'il y a des fortes concentrations dans de 5 kilomètres. Par contre, si on regarde, bien, intéressant, en tout cas, ce qui soulève des questions, c'est tous ceux qui ne sont pas dans cette limite de 1 à 5 km, surtout si on considère donc certaines limitations fonctionnelles, mais aussi que 60 % de la population, des personnes atteintes, ne posséderont pas de voiture et donc vont être dépendantes au niveau du déplacement. Donc, ça soulève un certain nombre de questions quant à la prise en charge. Réflexion autour de l'accessibilité. Ce projet-là, c'est un projet très expérimental, on peut le dire comme ça. Donc, il nous a permis de développer une certaine méthodologie par rapport à ça. Là, maintenant, le projet a été financé pour un autre 2 ans par des fonds de recherche du Québec. Santé, société, culture, parce qu'on a mentionné que ce n'était pas vraiment de la santé ou pas totalement de la santé, le projet de recherche. Donc, c'est pour ça que la Société Culture a financé également. Mais donc là, ce qu'on veut faire, c'est élargir
le mandat, donc pour s'intéresser encore une fois aux facteurs environnementaux, mais pour l'ensemble de la province du Québec. Donc, partenariat avec les cliniques des maladies neuromusculaires de Montréal et Québec. Et aussi un volet qu'on veut développer, c'est un volet enquête pour justement aller voir les différentes contraintes liées à l'utilisation, parce que ce qu'on fait ici, c'est très théorique de distance d'accès, mais ce qu'on veut faire, c'est aller voir justement en fonction du contexte d'habitation, transport, mobilité, la perception, mais aussi les contraintes liées, puis l'utilisation réelle des services par rapport à ça. Et puis, je me suis amusé, j'aime beaucoup faire des cartes, fait que je me suis amusé donc à faire quelques cartes pour montrer un peu déjà ce qu'on a fait au Saguenay, mais pour l'ensemble du Québec. Donc, on fait l'accessibilité aux services au Québec, les cliniques médicales. Donc, là, ici, on a un peu la même nomenclature que tout à l'heure, donc avec les moins d'1 kilomètre, 1 à 5, 5 à 10. Mais on peut voir quand même que le territoire québécois est assez vaste, donc la population est quand même assez étendue. Mais donc, c'est vers ça qu'on s'en va pour l'analyser globalement, pour l'appliquer, justement. On a parlé aux personnes âgées, mais aussi pour mieux comprendre les services au Québec. Puis c'est une première, vous êtes chanceux. Donc, c'est vraiment une première, ce type de carte-là. Donc, ça n'a pas été fait encore. Aussi, l'occupation du territoire. Tout à l'heure, on voyait rural-urbain. Donc là, ici, on a la même à peu près de ce qu'on peut voir. Donc, forestier, urbain, agricole et périurbain. Donc, encore une fois, on voit que notre population au Québec va être extrêmement diffuse sur le territoire. Aussi, je me suis amusé à faire des croisements donc, avec donc ces types, donc la hiérarchie qu'on avait vue tout à l'heure, avec les populations qui sont associées, mais aussi les principales caractéristiques. Mais ce qu'on constate, encore une fois, c'est oui, la majorité de la population va être dans les zones urbaines, donc 5 800 000 sur 8 millions environ, mais on a quand même presque 2 millions de populations qui vont être dans des territoires forestiers, dans des territoires agricoles, où les distances moyennes vont être 34 km pour accéder à une clinique médicale, 24 km pour une pharmacie. Donc, ça soulève des questions, ça soulève des enjeux dans un contexte notamment de vieillissement de la population. Et voilà. Donc, je laisse le mot de la fin. Donc, comme Jean-Guillaume l'a amené, c'était vraiment un travail exploratoire qui n'avait jamais été fait pour la population du Saguenay. Donc, on a travaillé beaucoup méthodologiquement dans les deux premières années. Et là, on s'en va vraiment vers avoir une connaissance plus fine de certains facteurs environnementaux, donc l'accès au marché d'alimentation grande surface, par exemple. Et avec le questionnaire qu'on va faire, c'est qu'on sait très bien qu'on peut être à côté, et là, je vais dire un nom d'épicerie, mais IGA, mais que c'est pas là qu'on va parce qu'on n'aime pas ça, IGA, puis qu'on veut aller au Super C ou on veut aller au métro. Donc, ce qu'on veut regarder, dans le fond, avec la prochaine enquête, c'est que là, on a bien défini le territoire de Saguenay. On va le faire aussi pour le Québec. Mais au niveau du Saguenay, on va vraiment aller questionner les patients. C'est quoi votre épicerie? Est-ce que vous en utilisez une plus? Est-ce que vous avez des enjeux de distance? Et évidemment, les résultats vont être différents par rapport à Québec ou Montréal, où, par exemple, le transport en commun est beaucoup plus efficace. Nous, pour aller au centre de réadaptation, les gens du Lac, il n'y a pas de transport adapté qui croise entre Alma et Jonquière. La clinique spécialisée est à Jonquière, mais il n'y a pas de pont entre les deux, c'est comme séparé. Et donc, c'est un enjeu majeur parce que les gens arrêtent à Alma, puis là, bien, il y a comme quelque chose qu'il faut qu'il se passe de magie pour qu'ils se rendent à Jonquière. Alors, on comprend que la logique territoriale n'est pas faite pour ça. Et d'être capable de le documenter, bien, ça va être capable aussi de mieux justifier, dans le fond, d'avoir des services supplémentaires. L'accès à la clinique neuromusculaire pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la population de Québec-Montréal, ça va être quand même des distances raisonnables. Mais quand on parle du reste du Québec, comment on organise cet accès-là aux cliniques spécialisées et comment on pourrait justifier, dans le fond, un développement, par exemple, de la téléréadaptation beaucoup plus important que là. Souvent, l'accès aux cliniques surspécialisées, bien, on n'a pas besoin nécessairement de toucher le patient. Il y a quelqu'un d'autre qui peut toucher le patient à distance, puis le physiothérapeute, l'ergothérapeute, le neurologue peut observer ce qui se passe, mais faire quand même les recommandations. Mais ça, bien, ça doit passer par une justification. Fait que le travail que Jean-Guillaume fait avec nous, bien, on va pouvoir le permettre de le justifier, cet aspect-là. Justifier le développement de nouveaux services ou l'accès à des services existants. Au Saguenay, on est chanceux. On a eu la chance, par exemple, qu'on a une certaine ouverture du CLSC où souvent les clients ne fitent pas exactement le profil personne âgée, mais comme ils sont habitués aux clients DM1, bien, on a comme une navigation sur le terme. Quand ces gens-là déménagent ailleurs, il n'y a pas cette
cette organisation-là. Donc, il faut être capable de démontrer qu'ils ont besoin de ces services-là, puis que les services actuels ne sont pas suffisants. Et ce que je disais tout à l'heure encore là, c'est de permettre de cibler des quartiers riches en services, parce que je pense que les gens vont avoir une mobilité, vont déménager, vont changer d'appartement. À Montréal, c'est une mode, dans le 1er juillet, on change tous d'appartement. Et donc, si on était capable de dire, en lien avec votre maladie, il y a des quartiers qui sont plus riches en services, qui auraient plus d'accessibilité, déjà, ça serait intéressant. Ça ne veut pas dire que le client va choisir ça, parce qu'il peut avoir un paquet de facteurs pourquoi il ne veut pas aller là, mais au moins, on va être capable d'avoir une meilleure logique de service, parce que jusqu'à maintenant, les facteurs environnementaux, c'est notre principal, je dirais, poignée pour offrir des services à ces gens-là en termes de participation sociale. Et donc, c'est un peu ce qui complète notre présentation, qui nous laisse avec des questions. C'est ça. Est-ce qu'on avait encore du temps pour des questions? 3 minutes, je pense? OK. Est-ce qu'il y avait des questions? Dans le fond, vous avez mesuré un petit peu l'accès aux soins puis voir qu'il y a des gens qui étaient défavorisés pour accéder aux soins, mais ça va être quoi votre mesure pour voir, mettons, est-ce que ça l'emmène une amélioration, par exemple, la téléréadaptation? Vous allez mesurer la fonction, la satisfaction du patient? Je dirais qu'on n'est pas rendu là, mais je peux répondre d'un point de vue théorique. C'est que si on était capable de dire que, par exemple, le patient va avoir, mettons, 120 km à faire pour aller à une clinique spécialisée, et le jour où il y a la téléréadaptation, il doit se rendre à son organisation locale de service qui est à 4 km. Donc, déjà là, on aurait une... Puis, il y a aussi la fréquence d'utilisation des services qu'on est en train... On n'a pas encore commencé à la regarder nécessairement, mais on va la regarder dans l'enquête. C'est qu'il y a des gens qui vont aller faire leur épicerie une fois par 2 semaines, la fraîcheur des fruits et légumes, la fraîcheur de X ou Y n'est pas au rendez-vous. Si on a quelque chose qui est plus proche ou on a un service de livraison, ça s'en vient. Il y a des choses qui sont intéressantes. Maintenant, les commandes par Internet avec livraison s'en viennent vraiment à la mode, où tu n'as même plus besoin de débarquer de ton auto. Fait qu'au moins, c'est un problème de mobilité. Il y a quelqu'un qui peut mettre ça dans ta voiture et tu fais bye-bye. Ça va limiter les problèmes d'accès aux grandes surfaces, aux produits. Parce que moi, c'était toujours un enjeu. Je suis allée 2 fois dans mon quartier, à l'épicerie de quartier, puis j'ai dit à mon chum, écoute, on n'aurait pas le moyen de nourrir nos 4 enfants dans ce cas-là. Écoute, la boîte de spaghettis, je pense que je l'ai payée 4 piastres. Moi, ça a été comme un choc de culture de me dire, ça n'a pas de bon sens. Et je savais bien que tous les gens autour du quartier n'avaient pas de voiture, puis c'est là qu'ils allaient faire leur épicerie. Et c'est pas logique. Si moi, j'ai pas le moyen, eux ont sûrement pas le moyen. Fait que ça, c'était des choses au départ. Puis l'accès aux services... Au niveau du Québec, c'est pas la même chose, mais quand on va au Canada, aux États-Unis, souvent, il y a une clinique en Colombie-Britannique qui a une clinique surspécialisée. La Colombie-Britannique, c'est quand même long, hein? Il y a quand même des distances. Aux États-Unis, c'est la même chose. J'ai des gens, puis je vous jure, qui partent de l'Arkansas puis s'en vont dans leur clinique spécialisée à New York en avion. Ça prend des moyens, ça prend de l'organisation, puis la majorité de nos patients n'ont pas accès à ces services-là. Donc, d'être capable d'arriver à dire, écoute, on peut-tu trouver une autre façon de faire? Mais il faut d'abord documenter qu'ils sont loin pour être capable de le faire.